Malheureusement, la séduction, c'est un marché clivant, c'est un marché qui divise et du coup, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Ce que je dis souvent, c'est qu'un bon email, c'est un email qui s'adresse au lecteur. Donc l'inspiration, elle vient en sortant de chez soi, tout simplement. Même juste aller faire une balade de 1 heure, ça c'est un truc que j'aime bien faire pour trouver de l'inspiration. Hello et bienvenue sur le Gripcast, le podcast qui décortique les stratégies gagnantes de la publicité en ligne. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami et un client, Mike. Il opère dans la thématique de la séduction, une thématique très compliquée. Moi, je l'accompagne sur Google dans ses campagnes search, vidéo, et on a énormément de problèmes de policy, notamment de publicité qui se font refuser. Et donc, Mike a développé une technique assez particulière pour rentabiliser ses investissements publicitaires et ceux des clients qui l'accompagnent grâce à ses talents de copywriter. Et il pratique notamment l'email quotidien pour entretenir la relation avec ses prospects, avec ses clients et faire en sorte qu'ils achètent et rachètent au fil du temps afin d'augmenter leur valeur moyenne et donc pouvoir du côté acquisition, se permettre de faire des annonces qui sont un peu plus lisses, un peu plus polissées, et ce qui entraîne généralement une hausse des CPL. Et donc pour contrer ça, il a mis en place tout ce système-là dont il va nous parler aujourd'hui. Il va nous expliquer comment il procède, comment trouver des idées pour relancer, pour parler à ses clients tous les jours par l'email, qui est pour lui le canal qu'il privilégie et qui est le plus efficace. Voilà, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Mike. Eh bien, salut Mike, Salut Benjamin. bienvenue sur le Gripcast. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on se connaît depuis pas mal de temps. On travaille ensemble d'ailleurs sur tes publicités Oui. Google, YouTube notamment. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet assez sensible qui est la publicité dans les thématiques compliquées et surtout comment contourner les restrictions des plateformes Facebook, Google pour rentabiliser au mieux ces investissements publicitaires. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter rapidement pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent en savoir plus sur toi. Salut Benjamin, merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Mike. Très rapidement, donc, dans une précédente vie, j'ai eu une carrière d'ingénieur dans l'aéronautique pendant un peu plus de 10 ans, à laquelle j'ai décidé de mettre fin ensuite pour devenir entrepreneur à plein temps. Donc, j'ai commencé en 2018. Aujourd'hui, je gère 3 entreprises, 2 dans la séduction, donc une séduction pour hommes, une séduction pour femmes, et 3 entreprises, donc copywriting et business, où en fait j'enseigne les secrets, les rouages de mes entreprises à d'autres entrepreneurs et d'autres copywriters qui veulent vivre de leur entreprise sans pour autant travailler 12 heures par jour façon Elon Musk. Ok, très clair. On va commencer par justement ton expérience et aussi la mienne, hein, puisque je t'accompagne aussi sur le sujet par rapport aux problèmes de policy, hein, des différentes plateformes. Alors moi, j'ai l'expérience avec toi sur Google. Je pense que sur Facebook, je sais plus si tu en fais, mais c'est la même chose, voire pire. Dans le domaine de la séduction, c'est un domaine qui est assez touchy, ne serait-ce que déjà sur le fait qu'on ne peut pas faire de remarketing. Donc il n'y a pas la possibilité, par exemple, de recibler les visiteurs de ton site sur Google. Oui. On peut recibler les gens qui ont vu les vidéos de ta chaîne, par exemple. Donc ça, c'est bon, ça passe. Mais par exemple, pour les visiteurs, ça ne fonctionne pas. On a tenté d'utiliser aussi des régies annexes comme AdRoll, par exemple, pour du remarketing. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc là, déjà, on a un gros point qui est que on peut généralement pas faire de remarketing sur ses visiteurs. Donc ça, c'est un gros point noir. Et pour de la publicité, on a eu des soucis, on en a encore sur des vidéos de publicité qui ne passent pas, souvent parce qu'on est un peu trop clivant, parce qu'on veut faire des promesses qui sont un peu trop fortes, et aussi sur du display aussi, hein, c'est la même chose, avec parfois des visuels qui sont refusés, des landing pages qui le sont aussi à cause de promesses qui peuvent être un peu fortes. Enfin bref, voilà, c'est un domaine compliqué. Ouais. Donc, on va voir aussi ton point de vue à toi, mais c'est vrai que généralement, on est embêté puisque on est obligé de réduire un peu ses perfs parce qu'on est obligé d'être un peu plus light, un peu plus polissé sur ses créas et sur ses landing pages, ce qui provoque souvent des hausses de coûts par lead si jamais on fait de la lead gen.
Donc voilà, donc toi, c'est quoi du coup ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu as changé ton process aussi sur la création des annonces? Enfin, est-ce que tu as vu ton marketing évoluer à partir du moment où tu as fait la publicité? Bah, effectivement, c'est un gros sujet parce que malheureusement, donc là, on parle du marché de la séduction, puisque c'est surtout là-dessus qu'on fait des pubs. Malheureusement, la séduction, c'est un marché clivant, c'est un marché qui divise et du coup, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Surtout, en cette année, on enregistre ce podcast, donc en 2022, avec tout ce qui est MeToo, compagnie. Google, Facebook ont beaucoup serré la vis et du coup, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est très frustrant en termes de créativité parce qu'en fait, on a envie de tester beaucoup de choses, de tester beaucoup d'angles différents et malheureusement, on ne peut pas. Donc du coup, ce qui marche beaucoup mieux, c'est de diviser en deux catégories. Donc c'est-à-dire en fait la partie un peu plus bourrin, créatif, hein, ça va être dans le back office, c'est-à-dire ce qui est au-delà du regard de Google, Facebook, compagnie. Et sur la partie front-end, donc la partie pub, en fait, on est obligé de faire des pubs qui soient lissées. Puisque ça, c'est un des premiers trucs que j'ai appris quand on a commencé à faire de la pub. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne pub, c'est pas forcément une pub clivante ou avec des grosses promesses, mais c'est une pub qui ne se fait pas bannir. Et déjà, si on a une pub qui ne se fait pas bannir dans le domaine de la séduction, déjà, c'est pas mal, parce que c'est ça, en fait, le gros challenge. Et donc, en fait, souvent dans les publicités, ce qu'on essaie de faire, c'est de diminuer le plus possible les coûts par lead pour optimiser ses coûts publicitaires. Mais en fait, en séduction, malheureusement, c'est une démarche qui est vite vouée à l'échec parce que on peut pas tout dire, on peut pas tout faire. Donc du coup, moi, ce que je préconise plutôt sur ces marchés un petit peu touchy, c'est d'avoir des coûts par lead qui sont raisonnables pour ensuite mettre l'effort sur le back-end et notamment la LTV, donc lifetime value du prospect, ainsi que donc le panier moyen, donc average offer value, AOV, sur le premier funnel. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire qu'on va avoir des pubs rentables ou pas. Parce que ça, je vois souvent dans la publicité, on déclare la guerre au coût par lead, on essaie de les baisser le plus possible. Alors qu'en fait, au fond, ce dont on a besoin, c'est des coûts par lead maîtrisés. Et derrière, d'avoir un back-end qui permet de scaler et de multiplier les revenus. Parce que c'est ça, en fait, qui fait qu'un funnel est rentable ou pas. Je te prends un exemple très con. Imaginons qu'on a un funnel avec un produit front-end à, je sais pas, 67 euros, par exemple. Ce produit-là, il va juste servir à rentabiliser les coûts publicitaires. Ça, tout le monde le sait, j'apprends pas grand-chose. Par contre, ce qui va faire qu'on va vraiment avoir un effet de levier puissant derrière, c'est par exemple de closer un mec en coaching à travers ce funnel. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et typiquement, il suffit qu'il y ait une personne, je sais pas, qui prenne un coaching à 2000, 3000 ou 4000 euros. Et derrière, le ROI du funnel publicitaire, il est décuplé. Et se concentrer sur ça, c'est un truc que je dis souvent, mais se concentrer sur le closing de ces mecs-là qui passent dans le funnel pour les amener à souscrire à un coaching, c'est beaucoup moins d'efforts et c'est beaucoup plus facile que de se battre pour faire diminuer les coûts par lead de 3 euros à 2,50 euros, par exemple. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, c'est ça, c'est mettre son focus sur vraiment là où tu as le plus d'impact. C'est Et là ça. où tu as le plus d'impact, c'est en plus là où tu n'as pas de souci de ban, là où les régies n'iront jamais voir ce que tu fais quelque part, puisque le lead est à toi et après, entre guillemets, t'en fais un peu ce que tu veux. Moi, j'aimerais revenir aussi sur le fait que, en plus, et moi je te rejoins vraiment à 100% sur le fait que ça sert à rien de se battre parfois pour faire moins 10% sur son coût par lead. C'est pas là où tu vas avoir d'attraction. Surtout que j'ai aussi vu ça avec un autre client où là on est sur des notions de budget dépensé qui sont complètement différents, dans le sens où on fait du display parfois avec plusieurs milliers d'euros dépensés par jour. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus, plus une campagne généralement dépense, c'est ce que j'ai observé, plus une créa dépense, par exemple, tu peux avoir une bannière display qui va être acceptée, mais qui, dès qu'elle va commencer à dépenser et à dépenser beaucoup, va être bannie. Ouais. C'est comme si, en fait, tu avais les robots de Google qui n'allaient pas voir l'annonce vraiment au moment de son lancement, mais qui allaient revenir dessus un petit peu plus tard, à partir du moment où là, on commence à faire du volume. Donc, c'est aussi ça le problème, c'est que tu peux avoir des fois des campagnes qui partent très bien, et puis tu commences à les faire scaler, et là, tu as un souci, puisque tu commences à avoir tes tops annonces.
celles qui font vraiment beaucoup de volume à des bons CPL, qui se font bannir, qui se font refuser. Et là, pour le coup, ça peut te plomber ta campagne. Donc, c'est aussi des choses à intégrer. C'est que le fait que ton annonce passe ne veut pas forcément dire qu'elle va passer et qu'elle va perdurer dans le temps. Surtout qu'en plus, les policiers, elles changent. Ça veut dire que ce qui passait il y a encore 2 ans, tu l'as dit, ou il y a même 1 an, ça se peut que demain, ça ne passe plus. Et je pense notamment à la vidéo, où l'algo de Google est de plus en plus performant pour comprendre ce qui est dit et ce qui s'affiche dans la vidéo, ce qui était moins le cas avant. Et donc, c'est aussi pour ça que quelquefois, on a des annonces qui passent à un moment donné et qui passent plus après. Donc, bon, là, tu as déjà commencé à nous décrire un petit peu comment toi, tu faisais. Donc là, on va pouvoir enchaîner avec vraiment sur ton écosystème email, ce que toi, tu recommandes, comment toi, tu procèdes. Bon, tu nous as déjà un petit peu parlé de coaching, mais pour quelqu'un qui aurait un tunnel basique avec quelques offres, pas forcément de coaching, qui démarre, qu'est-ce que toi tu recommanderais déjà dans un premier temps pour justement augmenter sa renta, son panier moyen et sa LTV? Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est la rentabilité, l'argent, il se fait avant tout dans la relation qu'on a avec le client. Cette relation, contrairement à ce que font beaucoup de personnes qui font du business en ligne, elle n'est pas court-termiste. C'est-à-dire ce qu'on voit souvent, et je le vois avec beaucoup de mes clients, c'est qu'en fait, ils mettent énormément d'énergie à vouloir convertir en day one le plus possible de clients. Sauf qu'ils oublient que la vraie rentabilité, elle se fait sur le long terme. Je te prends un exemple très simple. Dans la thématique de la séduction, j'ai des personnes qui, ça doit faire 3 ou 4 ans qui me suivent, qui continuent de me suivre et qui, de temps en temps, achètent des produits sur le très long terme. Ou parfois même d'autres personnes qui, par exemple, atterrissent sur une de mes publicités, sont intéressées par la thématique, la publicité, mais ne sont pas prêts à acheter. Pour autant, ils sont suffisamment captivés pour suivre mon contenu. Donc, du coup, ils s'abonnent, ils lisent les emails que j'envoie tous les jours. Et en fait, au bout de 6 mois, 1 an, par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie qui fait que ils se disent, allez, c'est le moment, je suis prêt. Les mecs, ils postulent un coaching et limite, ils te disent, c'est où pour signer, je veux me lancer maintenant, c'est bon, je suis convaincu, pas besoin de me faire un appel de closing en bonne et due forme. Ça, c'est les clients qu'on peut closer très vite aussi. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que c'est un switch mental qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vision court-termiste, on cherche le profit à court terme, on va avoir une vision de long terme, on va essayer de déclencher un effet exponentiel. Parce qu'à la fin, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie de l'argent qui va être fait à très court terme avec le funnel d'entrée. Mais ensuite, plus on va faire rentrer du monde dans la liste email, et c'est pour ça que le système que j'enseigne à tous mes clients et que j'applique également depuis plus de 4 ans, c'est le système de l'email quotidien. Enfin, c'est un système hybride avec des séquences automatiques et des emails qui sont envoyés chaque jour ou presque à nos clients. Et en fait, c'est la combinaison des deux qui fait que on va faire des ventes sur le très long terme et surtout qu'on va garder des mecs qui vont nous suivre pendant des années. Et c'est des personnes qui vont continuer à te suivre et qui, par exemple, je sais pas, dans 2 ans, tu vas vouloir monter une autre entreprise sur un autre secteur. Et en fait, ils vont te suivre. Dans le pire des cas, ils vont juste s'intéresser à ce que tu fais, mais ça va quand même te faire de l'audience. Et dans le meilleur des cas, ils vont acheter ton nouveau produit parce qu'ils peuvent se sentir concernés. Et c'est vraiment important à comprendre parce que le secret, en fait, il est là. Après, évidemment, ça demande un peu d'effort, c'est-à-dire qu'il faut voir les choses à moyen long terme, chose que un certain nombre de personnes ne veulent pas faire puisque ils veulent le profit tout de suite. Sauf que ça ne marche pas dans la durée. Et donc ça, c'est vraiment important à comprendre. La relation, c'est ce qui fait tout. Et c'est justement là où, en plus, où toi, tu peux avoir un avantage. C'est-à-dire que quand tu te bats contre des entreprises qui, elles, ont une vue à long terme, qui arrivent à bien rentabiliser leurs clients sur du long terme, tu te bats sur des coûts d'acquisition qui sont pas les mêmes. Ça veut dire que toi, tu vas peut-être être prêt à avoir des leads à 4-5 euros. Et à l'inverse de tes concurrents qui, eux, pensent court terme et qui, pour être rentable, auront besoin de leads à 2-3 euros. Et donc, forcément, eux ne feront jamais de volume. Alors que toi, c'est toi qui pourras prendre la plupart des parts du marché, quoi. C'est ça. Donc, toi, tu as parlé de justement entretenir la relation à long terme. Tu as déjà évoqué ce que tu faisais, c'est-à-dire l'email quotidien. J'imagine que ça peut faire peur, envoyer un email tous les jours et qu'il y a beaucoup d'objections à fonctionner comme ça.
Déjà, moi, la première question que j'aurais, c'est, et je pense que c'est la question que la plupart de tes clients ou que tes prospects ont quand ils viennent te voir, c'est est-ce que ça va pas saouler mon audience d'envoyer des emails tous les jours? Ça les saoule si... En fait, tout dépend du contenu que tu envoies. C'est sûr que si tu envoies tous les jours des offres commerciales agressives où tu ne fais que essayer de vendre, c'est sûr que ça va les saouler très rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est un mix. C'est ce que j'appelle, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça s'appelle l'infotainment tout simplement. Donc c'est-à-dire de donner du contenu tout en divertissant les mecs, tout en apportant un petit peu de fun. Et à chaque fois que tu fais ça, ça pareil, c'est quelque chose que j'enseigne tout le temps à mes clients. Chaque email doit contenir un appel à l'action pour donner une occasion au mec de dépenser son argent. Ça peut être un coaching, ça peut être un produit d'information, peu importe. Mais l'erreur à faire, c'est de ne se focaliser que sur ça. Non, avant ça, en fait, l'email quotidien, c'est un canal depuis lequel tu vas discuter tous les jours avec ton audience. Et ce que je dis souvent, c'est qu'un bon email, c'est un email qui s'adresse au lecteur. Par exemple, une erreur que je vois très souvent avec les personnes qui font de l'email, que ce soit quotidien ou via des funnels, c'est quand on lit l'email, on a l'impression qu'il s'adresse à une foule de personnes. Et il faut bien se rappeler que une personne qui ouvre ton email, il est tout seul devant son écran de téléphone ou devant son écran de PC. Et il faut lui parler à lui. En fait, un bon email, c'est une conversation directe avec le lecteur du mail, pardon. Et une conversation directe, ça veut pas juste dire activer le hello first name parce que ça c'est vraiment le basique du basique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que juste en mettant le prénom de la personne dans la première ligne du mail, qu'en fait on active une conversation avec la personne. Mais non, ça se fait également dans la tonalité du mail, c'est-à-dire avec des astuces simples comme employer le tu, s'adresser directement au mec, parler de sa vie, lui parler de lui en citant son prénom. Ça déjà c'est un bon début. Et en fait, chaque email devrait être comme ça, c'est-à-dire c'est une conversation qu'on fait avec le mec. Et c'est à la fin du mail qu'on propose quelque chose pour aller plus loin, pour avoir le système complet, etc. Par exemple, je prends un exemple très simple, par exemple, tu peux écrire un email en disant, genre le nom, ce sera 3 techniques pour conclure avec une femme dans 90% des cas, par exemple. Là, je parle du marché de la séduction. Et je sais pas, t'écris 2 techniques. Et au moment d'écrire la troisième, tu dis oh bah écoute, en fait, j'avais oublié que j'ai un rendez-vous, donc j'ai pas le temps d'écrire la troisième technique. Ce que je te propose, c'est d'accéder aux 28 autres qui sont dans la méthode XYZ. Pour te la procurer, je t'ai fait un code qui est valable à 24 heures. Tu peux cliquer ici. Et là, les personnes qui sont fans de ton contenu et qui veulent en savoir plus, bah, ils vont acheter ton produit. Et les autres, bah, ils vont pas gueuler puisque tu as filé du contenu quand même, tu as filé 2 techniques. Alors après, bien sûr, tu auras peut-être quelques zouaves qui vont gueuler en disant oh, t'as connu 2 techniques, c'est pas bien. Mais ces personnes-là, on s'en fiche en fait, parce que ces personnes-là ne sont pas des acheteurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu fais du contenu quotidien à ton audience, il faut pas essayer de plaire à tout le monde. Quand tu vas faire du contenu, de toute façon, tu vas diviser. Il y a des personnes qui vont acheter chez toi, il y a des personnes qui vont pas acheter tout de suite, mais qui vont acheter plus tard. Et enfin, tu as ce que j'appelle les chasseurs de gratuits. Les chasseurs de gratuits, c'est les mecs qui vont constamment te faire chier pour que tu donnes du contenu gratuit, mais qui n'ont aucune intention d'acheter chez toi. Et ces personnes-là, plus vite elles se désinscrivent, mieux c'est. Parce que ces personnes-là, à la fin, elles vont finir par t'insulter, vont finir par te faire des reproches comme quoi tu donnes pas toutes tes techniques. Mais de toute façon, c'est pas des clients qu'on a envie d'avoir. Et ils ne seront jamais clients. Donc c'est ça qu'il est important de comprendre. Et donc il faut faire un mix avec tout ça. Et quand tu fais un mix avec tout ça, même si la thématique n'intéresse pas ces mecs-là, ils vont quand même te suivre. Par exemple, dans le marché de la séduction, il y a une personne que je connais bien qui doit suivre mes mails depuis 4 ans, qui aujourd'hui est en couple, donc il a plus besoin de mes conseils en séduction. Mais en fait, il continue de lire mes emails parce qu'en fait, bah, ça les fait marrer. Et surtout parce que il sait jamais à quoi s'attendre. Un coup, je vais parler de technique de drague. Un coup, je vais envoyer un mail pour dire, bah tiens, je vends mon iPad. Un coup, je dis, bah tiens, je pars dans tel pays, je te raconterai comment c'est. Le lendemain, je prends une photo de mon plat au restaurant. La fois suivante, je raconte une nouvelle technique de drague, etc., etc. Et à chaque fois, c'est quelque chose de différent. Et même des personnes qui s'intéressent pas forcément à cette thématique-là
Bah, en fait, ça les fait marrer et ce sont des personnes qui vont te suivre pendant des années. Comment tu trouves justement là, toutes ces idées? Puisque c'est aussi, je pense, une des autres objections que tu peux avoir, c'est bah, moi, j'ai pas d'idée, j'arrive le matin, je sais pas quoi écrire. Ouais. Et puis comment tu les structures hein, d'une manière Mm. générale? Est-ce que tu as une trame? Comment est-ce que toi, tu as réussi à être constant justement dans la durée sur ces 3 4 années où tu as publié presque quotidiennement? Alors, deux choses. Première chose, déjà, l'inspiration pour avoir des idées, elle vient avec la pratique. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, c'est toujours un petit peu délicat de démarrer. Et pourquoi c'est délicat de démarrer et qu'on peut manquer d'idées? Pas parce qu'en fait, on n'a pas pris cette habitude d'écrire un email chaque jour. Donc, du coup, on adopte une démarche perfectionniste. On essaie de faire l'email parfait du premier coup. Et le problème, c'est que le perfectionnisme bloque. Ça bloque les idées, ça bloque la créativité. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve dans une spirale négative. Pour trouver l'inspiration, il faut d'abord démarrer. Et en fait, plus tu vas envoyer d'emails, plus tu vas avoir des idées. C'est aussi simple que ça. Les idées, en fait, elles viennent avec l'écriture, avec la rigueur que tu adoptes, qui est d'envoyer un email chaque jour. C'est comme ça que te viennent les meilleures idées. En fait, les meilleures idées, elles te viennent pas en restant assis sur le lit, en réfléchissant. Elles viennent en écrivant. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avoir des idées, c'est très simple. Prenez des choses qui vous arrivent dans votre vie personnelle. Ça, c'est un truc que je fais très souvent. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, dans l'email du jour, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée la veille, ou je vais raconter un voyage que j'ai fait la semaine dernière, ou je vais raconter une conversation que j'ai eue avec un ami il y a 2 jours, ou je vais raconter une vidéo que j'ai vue sur YouTube et qui m'a choqué. Ou alors, je vais raconter un article que j'ai lu il y a une semaine sur Google et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, tu rebondis sur des choses que tu as vues dans ta vie personnelle. Et à moins que tu vives dans une grotte et que tu sortes jamais de chez toi, normalement, il se passe des choses dans ta vie. Donc, normalement, tu as des trucs à raconter. Et si vraiment, malgré ça, tu n'as rien à raconter, bah, ça veut dire que tu sors pas assez souvent de chez toi, tu sors pas assez de ta zone de confort, tu fais pas assez de trucs. Et là, effectivement, c'est un problème. Donc, dans ce cas-là, on imagine vraiment ce pire cas, donc la personne dans sa grotte qui a zéro inspiration, qui se passe rien dans la vie. Imaginons le pire cas. La première chose à faire, c'est de se mettre en mouvement. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la semaine dernière, j'ai donné, lors d'un live avec ma communauté Séduction pour hommes, j'ai donné ce conseil-là. Un conseil pour des hommes qui se plaignent de ne jamais faire de rencontres en dehors des applications de rencontres. Et je leur ai dit, putain les gars, premier truc à faire, le dimanche midi, au lieu de manger tout seul devant votre PC, vous sortez de chez vous et vous allez prendre un brunch. Vous y allez avec un ami si vous pouvez, sinon vous y allez seul. Et le fait d'y aller seul, d'aller, je sais pas, dans un Starbucks, un coffee shop ou n'importe quoi d'autre où on peut prendre son petit déjeuner, fait qu'on va être au contact de gens. Et à moins qu'on soit un australopithèque refermé sur soi-même, il va se passer des choses. On va voir des choses. Il y a des trucs qui vont se passer. Et ça commence comme ça. Donc l'inspiration, elle vient en sortant de chez soi, tout simplement. Même juste aller faire une balade de 1 heure. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire pour trouver de l'inspiration. C'est me promener 1 heure dans les rues de Paris, par exemple. Parce que je sais plus où c'est que j'avais trouvé ça, mais j'avais vu une fois que, en fait, l'inspiration, elle vient avec le mouvement. Et se mettre en mouvement, que ce soit prendre l'avion, que ce soit marcher, que ce soit faire du sport, ça amène des idées. Par exemple, quand je vais m'entraîner à la salle de musculation, la salle de muscu, c'est souvent un endroit où j'ai des idées qui me traversent la tête. Il y a beaucoup de mes meilleures idées que j'ai eues pendant l'entraînement, parce que le mouvement amène la créativité et l'inspiration. Donc, je donnerais ces conseils-là aux personnes qui manquent de créativité, qui ont du mal à trouver des idées. Ouais, il y avait Gary Vee aussi qui disait que bah, quand tu fais par exemple du coaching ou de la prestation client, tu peux documenter ce que tu fais, ça te fait plein d'idées aussi. Par exemple, bah, tu Mm. réfléchis à un cas client, bah, tu vois un peu comme nous, hein, on a eu ces problèmes-là, ça peut faire un podcast, enfin, ça peut en faire un podcast. Il y a plein de choses que tu fais, même pour tes clients, Mm. au quotidien, qui peuvent t'aider. Et c'est vrai que je te rejoins, moi, il y a beaucoup d'idées qui me viennent quand je cours. Bon, même si c'est compliqué de prendre des notes à ce moment-là, et ou Ouais, toi, la salle de muscu, mais bon, il faut s'en rappeler pareil, quand à tu la rentres chez salle, toi, tu quoi. sais, le téléphone, je le laisse dans les vestiaires. Donc, en fait, je me concentre pour pas oublier Ouais, l'idée. bah, c'est ça. Sur une Et séance première d'une chose heure, que des je fois, c'est fais, chaud. en revenant au vestiaire, je sors mon téléphone et tout de suite, je note avant d'oublier, quoi. Est-ce que tout ce que tu nous dis là, ce serait valable dans n'importe quelle thématique? Puisque je pense que c'est aussi une objection
qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, bah, toi, dans la séduction, tu as plein de trucs à dire. Moi, je suis, je sais pas, dans telle ou telle thématique ou j'ai tel ou tel business et ça correspond pas à mon business model, à ce que recherchent mes clients. Est-ce que tu as vu des thématiques vraiment où tu as eu du mal à le faire fonctionner, que ce soit pour, enfin, avec tes clients surtout, ou est-ce que tu penses comme ça à certaines thématiques ou autres où ce serait compliqué? Déjà, on va tuer le mythe tout de suite. Ça marche avec toutes les thématiques de produire du contenu de manière quotidienne, parce que c'est comme ça que tu connectes avec ton audience. Et même tu parles, je sais pas, de bouddhisme, de méditation, ce que tu veux, tu as toujours quelque chose à dire tous les jours. Donc ça, c'est une fausse objection. Et encore une fois, pour trouver des idées de manière illimitée, commencez par appliquer les conseils que j'ai donnés avant, qui fonctionnent extrêmement bien, qui fonctionnent pour tous les secteurs. Et même, je vais te prendre un exemple. On va prendre une thématique. J'ai un de mes clients, par exemple, sa thématique, c'est former des managers. Donc, le management. Ok, le management, c'est pas la thématique où on a forcément le plus d'idées qui nous traversent la tête. Là, c'est très simple. Pour avoir des idées dans le management, ça se fait déjà dans le quotidien de l'entreprise, parce que c'est une personne qui est entourée d'un certain nombre de collaborateurs. Donc déjà, tous les jours, il y a des choses qui vont se passer et qui va pouvoir partager à son audience. Ça va être également vis-à-vis de sa vie personnelle, parce qu'en général, le domaine du management, c'est connecté au domaine de la productivité, de l'équilibre pro, perso, etc. Et là, il y a toujours des choses à dire également. Ça tourne également au niveau de la communication, parce que le management, c'est aussi de la communication. Donc, au niveau de la com, on a toujours quelque chose à raconter. Ça peut être des trucs extrêmement bêtes, comme par exemple, je sais pas, il y a 2 jours, tu t'es disputé avec ta femme ou ton homme parce que tu as mal communiqué, parce que tu as un problème de communication. Et tu vas parler de ça dans le contenu quotidien et tu fais le parallèle avec ta formation. Par exemple, pour le management, tu dis, tiens, hier, je me suis disputé avec ma femme parce que elle a tel profil communicationnel, elle a un profil un peu stable, etc. Et moi, j'ai un profil direct. Je lui suis rentré dedans, elle l'a pas aimé, on s'est disputé, c'était pas bien. On s'est réconcilié après. Mais ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité en adoptant le bon canal de communication, parce que ma femme, elle fonctionne pas comme moi, elle fonctionne de manière différente. Et savais-tu que le management, c'est exactement la même chose? Quand tu parles à tes collaborateurs de manière directe avec des collaborateurs qui n'aiment pas ça, la communication va y avoir de la friction dans la communication. Le message va pas passer et ça peut engendrer de mauvaises relations avec tes collaborateurs. D'où l'importance d'améliorer sa communication. Puis là, tu transites derrière sur ta méthode. Et ça, tu peux le faire avec n'importe quoi. Tu peux le faire. Je te prends un exemple. Tu prends l'avion. Tu as peur de l'avion. Le commandant de bord, il fait un speech au début. Je sais pas, à un moment, il a dit 2 ou 3 mots qui t'ont fait stresser. Tu peux rebondir sur ça en disant attention la communication, attention aux mots que tu emploies. Et là, tu fais le parallèle avec le management, par exemple. Pareil avec les relations avec tes enfants. Par exemple, je sais pas, tu t'es disputé avec tes enfants ou alors ton gamin, il a fait une bêtise parce que tu as adopté une mauvaise communication. Tu peux faire le parallèle aussi avec le management en disant avec tes collaborateurs, c'est exactement pareil. Pareil pour la séduction, d'ailleurs, ça arrive régulièrement que je reprenne des exemples de ma vie professionnelle en disant, avec les femmes, c'est exactement pareil. Donc en fait, tu peux connecter plein de domaines à ton domaine d'expertise, et avec ça, tu as une gigantesque toile d'araignée et une source inépuisable de sujets que tu vas pouvoir connecter avec tes méthodes. Et encore une fois, pour les personnes qui ne savent pas le faire et qui ne le font pas, je répète ce que j'ai dit avant, il faut démarrer. C'est en démarrant et en écrivant de plus en plus que l'inspiration va venir. C'est un effet boule de neige, en fait. Le plus dur, c'est de démarrer. Il faut se forcer. Il faut accepter surtout que les premiers mails qu'on va faire ne seront pas excellents. C'est normal. Quand je regarde mes premiers mails que j'ai écrits il y a 4 ou 5 ans, ils sont pourris. Pour autant, c'est comme ça qu'on apprend et c'est en démarrant qu'on apprend. Là, aujourd'hui, j'ai dû écrire plus de 1500, 1600 mails dans ma vie. Évidemment que l'email numéro 1588 est beaucoup mieux que l'email numéro 5 que j'ai écrit. C'est normal. Et il faut accepter ça. Il faut accepter que les premiers emails ne seront pas excellents, mais c'est comme ça que justement on s'améliore de plus en plus à chaque fois grâce au retour de notre audience, grâce à notre propre autocritique, et puis aussi parce qu'en faisant ça, ça amène de la créativité. La recherche de la créativité amène de la nouvelle créativité, et derrière on déclenche un effet boule de neige. Ouais, c'est un peu pareil avec tous les types de contenus, avec la vidéo, avec le podcast aussi, généralement. Ouais, là on parle de l'email, mais en fait, le contenu quotidien,
Ça ne marche pas qu'avec l'email, ça marche avec toutes les plateformes. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour les emails. Aujourd'hui, j'enseigne l'emailing parce que, de mon point de vue et de tout ce que j'ai pu expérimenter en plusieurs années, l'email, c'est de loin le meilleur canal de communication. Et la preuve, quand regardez autour de vous, vous allez voir que la grosse majorité des entrepreneurs, quand ils communiquent, quand ils font des ventes, c'est par email. Majorité, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le canal qui convertit le mieux. Mais évidemment, le contenu quotidien s'applique aussi au podcast ou aux vidéos YouTube. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise en vidéo que par email. Une fois, j'ai eu un client comme ça, c'était il y a 2 ans. J'ai eu un client, c'est une catastrophe par email. Ça lui allait pas du tout. Par contre, c'est quelqu'un qui est capable à n'importe quel moment de sa journée de prendre son téléphone et de parler d'un sujet pendant 5 à 10 minutes. Et du coup, ce que je lui ai conseillé, je lui ai dit, fais ça sur ta chaîne YouTube. À un moment, tu as envie, tu sors ton téléphone, tu fais Hello, c'est Benoît, aujourd'hui je vais te parler de XYZ, et t'enchaînes, tu parles de ça pendant 5, 10, 15 minutes, et tu fais ça tous les jours. Et ça lui va bien, parce que c'est sa zone de génie. C'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, c'est quelqu'un de très extraverti, et ça, c'est sa zone de génie. Et l'email, au contraire, lui allait beaucoup moins. Donc, il faut aussi choisir son canal de communication par rapport à ce qu'on aime faire. C'est-à-dire, si on n'aime pas l'email, bah, faut pas se forcer à faire de l'email. Ou alors, il faut déléguer l'emailing à quelqu'un. Ça, c'est un des systèmes que je mets en place également pour mes clients, puisque je forme mes propres copywriters pour mes propres business, et je mets en contact également d'autres entrepreneurs avec les copywriters qui se forment chez moi. Si on n'a pas envie d'écrire des emails, le mieux, c'est de le déléguer. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec un de mes clients, là, depuis, là, ça fait 4 mois qu'on a mis ce système en place. C'est-à-dire que mon client, en fait, il donne les grandes lignes du contenu de la semaine par rapport à un produit qu'il veut vendre. Et en fait, c'est son copywriter qui va écrire chaque jour un email à ce sujet. Et derrière, on a mis un process avec une boucle de feedback pour améliorer chaque semaine la qualité des emails, pour faire en sorte que ce soit de mieux en mieux. Et ça, c'est un système qui lui va bien, parce que du coup, ce client-là, en fait, il a envie de se concentrer sur d'autres projets. Et ce qu'il aime faire, lui, c'est donner du contenu, mais il aime pas forcément s'asseoir 1 heure et demie chaque jour à écrire un email. Donc ça, il l'a délégué. Et avec ça, on a un système super efficace, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible également de mettre en place si on n'a pas envie d'écrire soi-même un email. Et tu pourrais nous parler justement de certains résultats que tu as eu, que ce soit pour tes propres business ou pour ceux de tes clients, entre le Résultat en moment termes où de quoi? en termes peut-être de chiffre d'affaires, de rentabilité, entre le moment où justement il n'y avait pas tout cet écosystème en place et à partir du moment où tout ce que tu nous dis là, ça a été mis en place entre l'email quotidien ou même l'optimisation peut-être de funnel par rapport à l'email ou à des séquences email. Bah, déjà, ça dépend du point de départ du business. C'est-à-dire, est-ce qu'il génère 0 € ou est-ce qu'il génère, je sais pas, 100K par an, tu vois, par exemple. Un business qui génère déjà 100K par an, grosso modo, ça veut dire que c'est un business qui a un bon potentiel, c'est-à-dire un business qui est plutôt market proof. Donc, c'est-à-dire, il y a une audience, il y a des produits qui se vendent, mais c'est un système qui n'a pas une mécanique de compétition. C'est ça que ça veut dire un business à 100K. Alors qu'un business à 0K, ça veut dire qu'il y a tout à faire. Donc là, il faut tout reprendre de zéro. Par contre, un business à 100K, derrière, tu mets en place le bon système, donc le système que j'enseigne typiquement à mes clients, qui n'est pas le seul qui existe au monde, mais qui est selon moi le plus efficace. Tu peux facilement passer de 100K à 200K en quelques mois. C'est très rapide à faire. Et ensuite, tu peux continuer d'augmenter si derrière, tu arrives à scaler également tes points d'entrée, donc que ce soit la pub ou ton audience, que ce soit sur YouTube ou sur Google. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont autour de ces 100K-là. Passer de 100 à 200K, c'est assez facile. Faut juste revoir le système qu'il y a dans le back-end, en fait. Je pense que le problème aussi avec tous ces emails que tu envoies tous les jours, c'est qu'à un moment donné, comment tu fais pour optimiser, pour savoir ce qui marche moins bien, et pour justement avoir des emails qui convertissent de plus en plus au fil du temps. Alors 2 choses. Déjà, première chose, c'est la qualité de la personne, la qualité d'écriture, on va dire, de la personne qui écrit les emails. Donc, c'est-à-dire soit c'est le propriétaire du business ou soit c'est le copywriter qui l'a embauché. Et cette personne-là s'améliore avec le temps. Donc ça, c'est semaine après semaine, à force d'écrire du contenu, de mettre en avant de nouvelles offres, la personne va s'améliorer.
tout simplement. Donc ça se fait avec la pratique, ça c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose, c'est en mesurant, tout simplement. Parce que chaque semaine, c'est pour ça que je recommande toujours aux entrepreneurs de ne pas avoir qu'un seul produit à vendre, parce qu'en fait, la meilleure façon d'optimiser un business, c'est d'avoir de la data. C'est de lancer diverses offres, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et attention, savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ça ne veut pas dire faire un sondage. Ça, c'est la grosse connerie que j'entends souvent, c'est-à-dire des personnes qui font un sondage pour savoir qu'est-ce que les clients veulent. Pourquoi je déconseille fortement de faire des sondages? Parce qu'en fait, les personnes qui vont répondre ne sont pas en condition d'achat. Je te prends un exemple très simple. Imagine, on fait un flashback en 2007. Apple fait un sondage sur l'iPhone, à quel prix vous serez prêt à l'acheter. Je pense que beaucoup de gens, déjà, ils auraient dit le prix le moins cher possible. Ils auraient dit, je sais pas, 50 euros, 100 euros. Non, Apple a mis à 600 balles son téléphone et ça l'empêche pas de vendre. Maintenant, même, il a plus de 1000 euros et les gens continuent d'acheter ce téléphone-là. Donc, en fait, les sondages n'ont pas une grande valeur au niveau de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. La seule façon de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, c'est de faire une offre, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je conseille de lancer plusieurs offres. Comme ça te permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on a souvent des surprises. Dans le marché de la séduction, j'ai dû lancer une cinquantaine d'offres au total. Donc, j'ai eu la grosse data sur le marché. Et franchement, on a des surprises. Je te prends un exemple. Une fois, j'avais créé une formation. Ça m'a demandé 50 heures de boulot. C'était une formation sur la psychologie des femmes pour apprendre aux hommes à mieux comprendre les femmes. Sur le papier, c'est ce que les mecs veulent. En se disant, ouais, j'ai envie de comprendre comment ça marche une femme. J'ai passé 50 heures dessus. Les performances ont été assez moyennes. Elles n'ont pas été mauvaises, mais elles ont été très loin de ce que j'espérais faire. Donc, performance très mitigée. Si j'avais su à l'avance, j'aurais pas tourné cette formation vu la quantité de travail que ça m'a demandé. Al contrario, une fois, j'ai créé une formation. Ça m'a pris 2 heures de la tournée et 1 heure pour écrire la page de vente. Je l'ai fait en mode express. J'ai tout fait en une soirée, en fait. J'étais chez moi, donc pour le contexte, j'étais chez moi et en fait, il y a un de mes coachés qui me pose une question, qui me demande ouais, si tu devais résumer en 7 points la meilleure façon de conclure avec une femme, ce serait quoi? Il m'a posé la question comme ça et là, j'ai cogité et j'ai commencé à avoir plein d'idées. J'ai sorti mon bloc-notes, j'ai commencé à noter des idées et là, j'ai une big idea qui m'est venue dans la tête. Là, j'ai fait oh putain, ça c'est puissant. Et là, je me suis senti chaud. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon microphone et j'ai enregistré. J'ai fait 2 heures de contenu, enregistré d'une traite, avec voilà, sans reprise, sans réenregistrement. J'ai tout fait en une traite. Tout de suite, j'ai écrit la page de vente. Et ensuite, le lendemain, j'ai commencé à balancer les emails pour faire de la promotion. Et ben, cette formation-là, je crois, elle s'est vendue 10 fois mieux que la précédente. Alors que ça m'a occupé que quelques heures de travail. Parce que c'était un angle d'attaque très différent. Et le succès de ce produit-là, ça m'a appris beaucoup sur ce que veulent les gens dans le marché de la séduction pour hommes. Et c'est quelque chose que je conseille de faire sur tous les marchés en général. C'est-à-dire, ne faites pas la bêtise de passer 100 heures de travail avant de lancer une formation. Au minimum, lancer une prévente déjà. Ça, c'est une grande erreur que j'ai fait il y a quelques années. C'était de ne pas faire de prévente et de passer 50 heures sur un produit avant de le vendre. Commencez déjà par une prévente et surtout lancer plusieurs offres. Comme ça, vous saurez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et vous, du coup, dans votre calendrier de publication d'offres, vous pourrez prioriser ce qui marche le mieux. Ok, c'est super intéressant et c'est un peu ce qu'on voit aussi quand on juge la qualité de son travail autant qu'on y passe. Voilà, des fois, il suffit d'avoir une grosse idée comme ça, enfin quelque chose qui change un peu. Il y a un nouvel angle marketing aussi, hein, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les pubs, c'est-à-dire que si tu dis la même chose mais que tu prends un angle d'attaque différent, quelquefois, c'est comme si tu faisais quelque chose de novateur, alors que tu recycles simplement quelque chose qui marche déjà, mais sous un point de vue un petit peu différent. On va passer au dernier segment du podcast dans lequel tu vas nous révéler, selon toi, quelle est la plus grosse idée reçue que tu vas passer justement dans le domaine de l'emailing? Plus grosse idée reçue. Laquelle Une idée reçue, hein, t'es pas forcément obligé de te mettre la pression avec la plus grosse. Ouais, disons, j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête, mais peut-être on va dire l'idée reçue.
L'idée reçue, c'est que il faut absolument avoir une grosse audience pour faire beaucoup de ventes. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils n'arrivent pas à atteindre, par exemple, 1 million de chiffre d'affaires ou 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 500 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas assez d'audience. Ça, c'est une grosse idée reçue. La preuve, il y a quoi? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais une chaîne YouTube, je devais avoir 800 abonnés. J'avais très très peu de trafic. Pourtant, j'étais déjà, alors attends, combien j'étais à cette époque-là? Je devais être à plus de 200 ou 300 k déjà, juste avec une audience aussi faible. Et là, aujourd'hui, on est à 80 000 abonnés sur YouTube, hein, pour te donner un ordre d'idée. Donc, c'est pas quand vous avez un problème de croissance de chiffre d'affaires, c'est jamais un problème d'acquisition, c'est toujours un problème de conversion. Donc plutôt que de faire la bêtise de se concentrer sur l'acquisition, comme je vois trop souvent faire les entrepreneurs, concentrez-vous avant tout sur la conversion. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez faire des ventes, que des personnes vont vous suivre pendant des années et que les personnes vont racheter chez vous. Parce qu'en fait, un des grands secrets pour faire beaucoup de ventes, c'est le rachat, tout simplement. Plutôt que de trouver sans cesse de nouveaux acheteurs, c'est de prendre votre base client, votre base d'acheteurs déjà existante et de sans cesse leur proposer de nouvelles choses. Et croyez-moi, parce que là, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire oui, mais les mecs n'ont pas un budget limité, etc., etc. Non, ça c'est faux. À moins que vous vous adressiez à des smicards, ils ont tous de l'argent. Simplement, s'ils ne dépensent pas chez vous, c'est qu'ils préfèrent mettre leur argent ailleurs. Ils préfèrent acheter un iPhone, ils préfèrent acheter un appartement, ils préfèrent acheter une voiture, ils préfèrent acheter une enceinte à 1000 balles. Ils mettent l'argent ailleurs. Et votre but, c'est de leur faire comprendre qu'ils obtiendront plus dans leur vie s'ils investissent chez vous. Et ça se fait dans la conversion, ça se fait avec le système de l'email quotidien dont on a parlé précédemment, et de sans cesse leur proposer de nouvelles choses. Ça peut même se faire dans des thématiques parallèles. Je te prends un exemple. Là, par exemple, sur le marché de la séduction pour hommes, il y a quelques temps, ce que j'ai commencé à proposer, puisque je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de salariés, d'ingénieurs dans ma base client, puisqu'en fait, étant un ancien ingénieur, j'ai beaucoup d'ingénieurs chez mes clients, parce que ça fait partie du branding du site. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont salariés et qui n'ont pas envie de devenir entrepreneurs. Ils sont bien salariés, ils ont envie de faire carrière dans un grand groupe et ils ont envie de rester là-dedans. Et ça leur va bien. Et bah, du coup, j'ai commencé à créer des formations pour leur apprendre à renégocier leur salaire, par exemple. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 10 ans dans mon ancienne carrière. Et plutôt que de garder ça pour moi, parce que là, aujourd'hui, je ne suis plus salarié, donc plutôt que de finir dans ma tombe avec mes secrets, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas leur en faire profiter. Parce que quand on est salarié, se faire augmenter, c'est le parcours du combattant et généralement, c'est quelque chose qu'il est très difficile d'apprendre. Parce qu'en général, les personnes qui savent très très bien négocier leur salaire, ils disent pas leurs secrets. Ils les gardent pour eux, ce qui est normal, parce qu'ils ont envie d'avoir la plus grosse augmente, ils n'ont pas envie que les autres fassent comme eux. Donc, ils le disent pas. Et j'ai bataillé pendant des années pour apprendre comment faire. Et bah, du coup, je me suis dit, je vais transmettre ça à mes clients. Et ça, c'est un exemple de thématique parallèle qui fait que on peut proposer de nouvelles choses à nos clients sur une thématique parallèle. Et ça, c'est de la conversion. Mais pour ça, voilà, il faut bien connaître son avatar client, il faut connaître son client et il faut voir qu'est-ce qui fait d'autre que la thématique principale dans laquelle on est. Par exemple, pour la séduction pour hommes, autre thématique parallèle, ce dont je viens de parler sur le salariat. Autre thématique parallèle, on a fait de l'affiliation sur ça et ça a très très bien marché. Le sport, nutrition et corps. C'est-à-dire que j'avais un de mes clients qui possède une boîte dans le fitness. Et à un moment, on s'est dit, bah tiens, pourquoi tu ferais pas une intervention pour nos clients pour leur aider à gagner de la masse musculaire et à sécher pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps, pour qu'ils aient un corps plus beau et que globalement, ils aient une meilleure confiance en eux. Et ben on a fait ça, on a fait un live avec la communauté et ça a cartonné. Les mecs, ils ont kiffé parce qu'en fait, c'est parallèle à la thématique de la séduction, tu vois. Ok, c'est ça, c'est pas avoir peur de se restreindre dans sa propre thématique. C'est ça. Ok Mike, bah écoute, si après ça on n'a pas envie de tester l'email quotidien, je comprends plus. Enfin, je comprends plus rien. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut découvrir ce que tu fais, bosser avec toi?
Alors, si c'est sur la partie séduction, de toute façon, on mettra les liens en description du podcast. Pour la partie séduction pour hommes, la marque, elle s'appelle Dragueur de Paris, donc vous pouvez la retrouver en description. Séduction pour femmes s'appelle Lovers in Paris, c'est là pareil, vous pourrez retrouver en description. Et pour mon site de copywriting, là, je suis en train de changer l'URL, donc du coup, je ne la donne pas à l'oral pour garder cette flexibilité. Là, pareil, on mettra le lien en description et donc c'est sur mon site Business Copywriting qui s'adresse uniquement aux entrepreneurs et aux entrepreneurs qui ont envie de scaler leur business tout en simplifiant leur entreprise en travaillant moins, et pour les copywriters, pour les personnes qui ont envie de dépasser les 10 000 euros par mois en faisant du copywriting grâce notamment à l'emailing. Donc tout ça, vous pouvez retrouver sur le site. Et vous pouvez vous inscrire notamment à ma liste email qui est exclusivement réservée à ces personnes-là. Donc, c'est une liste email avec accès contrôlé. J'ai un de mes assistants qui contrôle les accès et qui est réservée aux entrepreneurs et aux copywriters. Ok, tout ça, on mettra les liens, comme tu viens de le dire, sur podcast.grip.fr. Merci Mike pour ton intervention aujourd'hui, c'était top. Et je te dis sûrement à la prochaine, peut-être pour un follow-up ou pour un avec plaisir. Épisode. Merci Benjamin. À très vite Mike, ciao. Ciao. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu. Pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux, j'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis, 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.